Grand format sur BFM Business. Nous ne sommes ni au sur-mesure au Mandarin oriental, ni dans une boulangerie, ni encore dans une prison, mais dans un endroit tenu secret où il nous accueille. Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est dans un endroit incroyable, caché au coin du 11e arrondissement de Paris, avec, on va le voir, des œuvres magnifiques. Où est-ce qu'on est? On est dans votre atelier? On est dans l'atelier qu'on partage avec les collaborateurs ici. On a voulu que ce soit beau, donc on avait confié la décoration à Mathilde Lécotet. Et puis on y a entassé un petit peu tous nos souvenirs, toutes nos envies. Donc voilà. C'est un atelier qui nous sert beaucoup de recherche et de développement, aussi bien dans la partie pratique des choses que par moment dans l'intellectualisation des choses dont on a besoin. Donc on fait des échanges ici qui nous permettent de vous regarder un petit peu le futur au travers de l'alimentation. C'est vraiment un endroit très très secret en fait. Moi, on se connaît depuis longtemps, c'est la première fois que je viens ici. Oui, vous faites attention à qui vous faites entrer. Merci de nous faire entrer. Oui. Non, c'est très confidentiel et en même temps c'est un lieu qui est très humble parce que c'était un ancien atelier d'échelle, on fabriquait des échafaudages ici. Et puis c'est un lieu qui était au fond de cour, assez déprécié. Et puis on l'a restauré, il a été restauré. Et puis voilà, c'est un lieu où on a besoin pour pouvoir se retrouver aussi. On a des bureaux où on peut écrire tranquillement, on peut écouter de la musique, on a une bibliothèque très ancienne ici qui nous permet d'accéder à des livres, des fois du 18e ou du 19e. Et pourquoi vous avez besoin de ça? J'ai envie de dire, alors c'est vrai qu'il y a une cuisine derrière moi. Vous pouvez aussi cuisiner, c'est là où vous élaborez vos plats? On élabore des plats, tout ce qu'on ne peut pas faire à Orsay, on le fait ici. Paris-Orsay, on va en parler, oui, c'est là où vous travaillez un peu sur la nourriture de demain. Exactement. On en dira évidemment un mot. Non, on cuisine aussi beaucoup ici, mais en même temps, on regarde un petit peu ce qui a été déjà écrit, déjà fait sur la cuisine, on reçoit, comme je l'ai évoqué, c'est un lieu de sérénité. C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent travailler ici, venir quand ils veulent, hein, du lundi au dimanche, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils utilisent le lieu pour écrire, reprendre un dossier, être au calme dans leur univers travail. Oui, mais pour nous, l'univers d'un chef étoilé, c'est au contraire, je veux dire, c'est la vitesse, c'est l'excitation, c'est le contraire de ce lieu-là et de ce que vous nous dites. C'est un peu ce que j'ai fui dans mon univers professionnel de la restauration, où bien souvent on s'agite beaucoup, l'action est des fois en demi-teinte, or que moi je préfère construire, avoir de la sérénité, m'agiter un peu moins et essayer de construire un peu plus sur de durable. Donc là vous travaillez. Ici, vous réfléchissez à vous faites de la cuisine moléculaire. Je me suis toujours dit, parce que cuisine moléculaire, on ne se dit pas, tiens, je vais aller fêter en famille et manger de la cuisine moléculaire. Le mot fait un peu peur. Mais complètement, c'est-à-dire que quand en 2004-2006, je me suis intéressé à la gastronomie dite moléculaire, immédiatement, je suis passé pour un uluberlu, voire un imposteur. Et ce qui n'était pas faux d'ailleurs, parce que en fait, cuisine moléculaire, comme vous venez de l'évoquer, c'est très intéressant, c'est pas vendable. Ça ne peut pas. Fait pas envie, quoi. Ça ne peut pas rentrer dans l'univers fantasmé de la gastronomie. Par contre, grâce à Raphaël Aumont, qui est le chercheur avec qui je travaille à Paris-Saclay, lui me dit « Ah non, mais ce n'est pas du tout une tendance de cuisine, c'est au contraire un outil de compréhension. » Et là, aujourd'hui, je m'aperçois que depuis 2004-2006, on a pu échafauder, expérimenter, rechercher des choses qui n'avaient pas été exploitées dans l'univers de la gastronomie parce que nous utilisons cette boîte à outils, finalement, de la gastronomie moléculaire qui nous permet de comprendre un peu mieux les choses. Le problème de la cuisine, c'est d'avoir des cahiers de recettes. Dans la recherche, vous avez des cahiers d'essais. C'est dans vos essais que vous arrivez à explorer des nouvelles textures, des nouvelles saveurs. On reviendra sur l'importance pour vous, parce que par exemple, vous allez travailler pour tout ce qui est nourriture autour des Jeux Olympiques de 2024, et vous voulez révolutionner notamment le snacking, comme on dit, en disant surtout pas, mais il faut trouver autre chose. Vous travaillez en effet à Paris-Saclay, presque une chaire sur une chaire, c'est le cas de le dire, sur qu'est-ce qu'il faut manger demain, quelle sera la nourriture de demain. Et puis, on le verra aussi, mais ça, vous êtes connu pour, le Japon est pour vous un peu, c'est votre univers, même si vous êtes né dans une cité dans le 94. Là, est-ce que vous pouvez nous dire
Qu'est-ce qu'il y a dans votre bureau, dans cet atelier? Il y a 2 énormes statues, j'ose pas employer le mot, de peur de dire une erreur. Ce qu'on appelle alors communément on appelle ça des armures de samouraï. Là c'est plutôt des yoroi, c'est vraiment, oui effectivement, qui datent de l'époque Edo, on est au XVIIIe siècle. C'est des armures qui sont là, présentes et qui évoquent évidemment l'esprit de l'art martial, l'esprit du Japon aussi. Et en même temps, quelque chose que je retiens toujours du Japon, c'est qu'il n'y a pas de conflit entre le beau et l'utile. Et on voit que sur ces armures, comme on les appelle, ces yoroi, elles sont plutôt jolies, elles ont beaucoup d'esthétisme et en même temps elles sont d'une efficacité folle. Oui, en même temps elles paraissent lourdes quand même. Alors qu'elles sont très légères. Vous étiez à cheval? Alors une était à pied et l'autre était à cheval. Mais elles sont très légères au contraire. Et sinon les œuvres qui sont derrière vous, qui vous accompagnent puisque vous travaillez là? Alors il y a c'est les œuvres de Mathilde Lécotet, elle travaille l'image, mais elle imprime. Vous connaissez bien, il propose. Oui, et elle imprime l'image sur du métal ou sur des toiles tendues. Et donc on voit des choses qui ont été, c'est des ailerons de Fugu qui ont été imprimés sur du métal, notamment du cuivre. Et puis les bleus des libellules, ça c'est, j'ai oublié le nom, mais c'est une œuvre qu'elle fait avec la réaction du soleil et elle imprime à l'ancienne finalement sur des toiles tendues. Et ça, derrière, c'est censé être votre bureau, mais il n'y a rien. Oui, il y avait peut-être un ordinateur, mais qu'on a gardé derrière, oui, mais il n'y a rien. Non, donc, Alors j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau où il n'y a rien. Là, c'est le bureau du partage. On se colle dessus, chacun avec ses outils de professionnel. Et puis j'ai un bureau plus en bazar où j'écris, qui est à l'étage, et là où j'ai sous la main quelques œuvres que j'aime bien. Mais vous avez besoin de ce côté très zen pour travailler, pour inventer des nouveaux plats? Oui, j'ai vraiment besoin de sérénité, de silence, de solitude, pour essayer de retrouver une forme de verticalité. Finalement, la société nous promène beaucoup, elle nous impose des tendances bien souvent, et elle nous empêche un petit peu de regarder au-dessus de la ligne d'horizon et de regarder un petit peu plus loin que les choses, et que ce qu'on veut bien, que la société de consommation veut bien nous proposer. Là, vous avez, alors c'est peut-être pour être un coupeur de tête si jamais vos collaborateurs ne sont pas à la hauteur, je ne sais pas, vous avez une collection de sabres. On ne dit pas sabre, hein, désolé, oui, non, mais pas... absolument incroyable. Oui, alors ça, c'est de la restauration, c'est vraiment des choses que j'ai restaurées au fur et à mesure des années. Il y en a des très anciens, il y a celui avec lequel je pratique, qui est lui un peu moins ancien, mais qui a été fait sur mesure il y a quelques années par un maître forgeron au Japon. Mais voilà, je les garde comme ça. Je pense que quand je serai plus là, ça va ennuyer beaucoup de mon entourage de se débarrasser de tout ça. Vous avez parmi vos multiples casquettes, vous venez d'en rajouter une, vous venez d'être élu président de l'UMIH, donc c'est le puissant syndicat hôtelier. J'imagine, enfin, j'espère que vous n'avez pas encore fait venir là, tous vos adhérents ici, parce qu'on est très très loin de l'image qu'on peut avoir d'un hôtelier, d'un restaurateur. Est-ce que vous ne leur faites pas un peu peur avec ce côté presque moine bouddhiste ? Je ne crois pas que leur faire peur. Je pense que j'ai dérangé des cercles en arrivant à la tête de l'UMIH avec Eric Abissera. On est venu déranger ces cercles qui étaient établis par d'autres, avec beaucoup de légitimité d'ailleurs, hein, et dire on va travailler sur aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est la communication de l'UMIH en interne et en externe, et puis l'impact social de nos métiers et l'impact environnemental de nos métiers. Je crois qu'on a 3 gros chantiers dans ce mandat, et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup besoin de sérénité pour affronter les enjeux que nous avons à affronter. Ouais. On reviendra sur cet engagement social, sociétal, hein, parce qu'il y a vraiment un peu les deux versants. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que vous êtes bouddhiste, shintoïste, enfin en tous les cas, vous vous inspirez de cette philosophie, vous êtes très zen, et puis vous êtes un cumulard. Vous avez, parce que vous avez votre groupe est très grand, là aussi on y reviendra tout à l'heure, mais c'est presque un peu contradictoire dans votre tête, ça ne se bouscule pas? Non, pas grand-chose se bouscule. D'abord, je lâche souvent des choses pour en prendre d'autres, et puis j'ai une chaîne de commandement très courte,
Donc j'ai des collaborateurs proches qui reprennent en main un petit peu, en gardant les idées de base, mais à qui je fais totalement confiance pour développer les activités que nous avons, les missions que nous avons à remplir, qu'elles soient dans la recherche et le développement, qu'elles soient dans l'hôtellerie-restauration, qu'elles soient dans d'autres univers de conseil. Eh bien, on a des collaborateurs qui sont parfaitement aguerris et je n'ai pas besoin de leur mettre vraiment un chapeau de plomb sur la tête. Derrière moi, il y a une cuisine quand même. Il n'y a rien, il n'y a pas une tâche, tout est absolument nickel. Et il y a des bouteilles et il y a un décanteur. Et alors j'ai regardé, en fait, ce n'est pas un décanteur pour le vin, c'est un décanteur pour quoi faire alors? Alors c'est un décanteur qui nous permet de piéger des arômes ou par le chaud ou par le froid. Piéger des arômes, ça veut Oui, dire alors quoi? on va chercher, là pour le coup c'est un travail très moléculaire, on va aller chercher des essences, des parfums qu'on va pouvoir intégrer dans des plats plutôt que ces essences soient chimiques ou autres, on les travaille de façon naturelle. Alors comme on produit dans ce même jardin nos agrumes et nos herbes potagères, eh bien on fait des essences, des huiles, des marinades qui nous servent ensuite à faire des assemblages dans notre cuisine, qui donnent une cuisine d'ailleurs un peu signature, où le moléculaire finalement avec beaucoup de discrétion va venir remplacer des fois des intrants qui étaient des intrants chimiques. Mais il y a une terrasse, un toit terrasse au-dessus? Oui. Donc il y a un petit peu de pollution quand même dans vos molécules? Alors il n'y a pas de pollution vraiment parce qu'on sait, d'abord on a des insectes qui pollinisent ce lieu et en même temps on n'a aucun traitement, donc il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Cette année on n'a pas eu de poires, on n'a pas eu d'abricots, mais on a eu des figues, on a des olives, on a un tas de choses et surtout on a des agrumes. Et qu'est-ce que vous faites alors à Paris-Saclay? Alors à Paris-Saclay, ça fait très sérieux. Ça fait sérieux, mais on en avait besoin. C'est-à-dire qu'en 2004-2006, je rencontre Raphaël Aumont, on travaille sur un livre qui s'appelle Planète Marx, et moi je parle de structure et des structures de l'alimentation sans trop savoir de quoi je parle, et je parle de gastronomie moléculaire. Finalement, avec Raphaël, on va vite s'entendre. On va d'abord travailler avec David Edwards, qui était plutôt un chercheur de Harvard, et puis Sylvie Retailleau nous a permis de venir à Paris-Saclay, oui, qui est aujourd'hui ministre, avec j'ai beaucoup de sympathie pour cette ministre, et elle nous a permis de venir à Paris-Saclay, et on a projeté quelle cuisine, quelle gastronomie, quelle alimentation pour 2050-2070. Donc on a créé un véritable cerveau collectif avec différents intervenants, des spécialistes de la physico-chimie des produits, ce qui est un peu, et des matériaux, ce qui est un peu le cas complètement le cas de Raphaël Aumont, mais aussi des médecins, Alexandra Dalu, des gens qui nous rejoignent dans cet univers de quelle gastronomie pour demain, y compris le monde agricole, qui nous dit la gastronomie de demain, ce sera un bon produit. Et un bon produit, c'est quoi? Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. C'est assez lié, non? J'imagine que c'est l'impact nutritionnel. Alors, c'était pas tout de suite lié, parce que c'est l'impact nutritionnel qui est important, mais l'impact social est tout aussi important. Combien on rémunère l'agriculteur, ce en quoi l'agriculteur peut traiter la terre comme elle doit être traitée, et les animaux avec beaucoup de bienveillance. Et aujourd'hui, c'est ce que nous explique d'être la santé globale, c'est quand même ce cycle-là. Mais en même temps, vous avez 2 étoiles au sur-mesure au mandarin oriental. Oui, bien sûr. Oui. Donc il faut quand même une qualité très forte, dans un goût très particulier, une carte particulière. Comment est-ce qu'on fait pour vous noter? Parce que vous dénotez. Il faut surtout une signature, c'est-à-dire qu'il faut assumer sa signature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais pu faire en sorte d'essayer de rentrer dans les cases qui nous amènent à 3 étoiles ou un peu moins ou un peu plus, peu importe. Et j'ai accepté de se dire, il y aura une signature, il y aura une identité Thierry Marx. Est-ce qu'elle convient à tout le monde ou est-ce qu'elle conviendra qu'à quelques-uns? Aujourd'hui, je ne me plains pas de la réussite du sur-mesure. On va marquer une petite pause, Thierry Marx. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'empire de Thierry Marx. Vous avez quand même beaucoup de cordes à votre arc, ou du moins à votre sabre. À tout de suite. Grand format sur BFM Business.